On a souvent l'impression que les infos, c'est juste un flot continu, un chaos de gros titres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais si c'était faux? Et si en regardant de plus près l'actualité d'une seule journée, on pouvait trouver des liens cachés, des fils invisibles qui relient tout? C'est ce qu'on va tenter de décrypter. Alors, on est bombardé d'infos tous les jours. Pensez-y. D'un côté, on entend parler de corruption. De l'autre, des gros titres sur la violence qui éclate. Puis, tout d'un coup, on bascule sur l'intelligence artificielle, un sujet hyper complexe. Ensuite, la dette, les questions économiques. On finit complètement noyé, saturé. Et puis, bien sûr, les figures politiques qui dominent l'actu. Voilà, le tableau est posé. Mais l'idée ici, c'est de dépasser ce simple enchaînement, de chercher les motifs, les échos entre ces sujets, de voir comment tout ça se répond. Allez, on plonge là-dedans. Le premier grand fil rouge qu'on peut tirer, c'est celui d'un déficit de confiance, une sorte de fissure généralisée dans le système. Et pour illustrer ça, on commence avec une affaire qui touche au logement social à Paris. Alors, regardez ça. C'est un cas d'école. À Paris Habitat, on a un système de fraude qui est, presque parfait dans son genre. Les contrôles sont quasi inexistants, on parle d'à peine 1% des chantiers inspectés, des employés corrompus préviennent les entreprises juste avant les rares inspections, des factures gonflées, des travaux fantômes validés sans aucun regard. Tout ça aboutit bien sûr à une enquête judiciaire. C'est la démonstration flagrante d'un système où tous les verrous, absolument tous, ont sauté les uns après les autres. Et cette idée de défaillance, elle ne s'arrête pas à un seul organisme. Elle prend une toute autre ampleur quand on regarde ce chiffre. 13 335. C'est le nombre de millionnaires en France qui, en toute légalité, n'ont payé aucun impôt sur le revenu. C'est une note de Bercy qui a révélé ça, et on imagine bien la polémique que ça a pu déclencher. Ça pose directement la question de l'égalité devant l'impôt et de la justice du système. Le problème de confiance, il dépasse même les frontières nationales. Écoutez cette citation d'un juge français à la Cour pénale internationale, Nicolas Guilloux. C'est une forme de mort civile. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il a été visé par des sanctions américaines pour avoir fait son travail, en l'occurrence émettre un mandat d'arrêt. Du jour au lendemain, plus de compte en banque, plus de carte Visa, plus d'accès à Amazon, rien. Il est complètement coupé du système financier mondial. C'est vertigineux quand on y pense. Bon, on quitte le monde des institutions traditionnelles pour un autre univers où la confiance est aussi au cœur des débats. La technologie. C'est un domaine fascinant, plein de promesses, mais qui, comme on va le voir, a aussi son côté très sombre. Cette citation, elle est glaçante. Elle date de 2011 et elle vient de l'intérieur de Meta. Nous sommes comme des dealers, nous devons les rendre accros très tôt. Ça, c'est une des pièces maîtresses d'un procès absolument majeur contre Meta et Google. L'accusation, avoir volontairement conçu leur plateforme pour créer une dépendance chez les plus jeunes, les préados, et par là même d'avoir contribué à une crise de santé mentale sans précédent. C'est énorme. Autre géant de la tech, autre stratégie, autre risque. Chez Tesla, on assiste à un virage à 180 degrés. Pendant des années, l'objectif, c'était la voiture électrique pour tous, le fameux Model 2 abordable. Eh bien, tout ça s'est mis de côté. Maintenant, Elon Musk mise tout, absolument tout, sur l'intelligence artificielle. La conduite autonome, les taxis robots et même le robot humanoïde Optimus. C'est un pari extrêmement audacieux. Le résultat à court terme, une chute des bénéfices de 61%. Ça donne une idée de l'ampleur du pari. Et puis voilà la face la plus noire de l'IA, 20%. C'est le pourcentage de jeunes en Espagne qui disent avoir été victimes de fausses images dénudées générées par intelligence artificielle. 20%. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. La multiplication de ces deepfakes à caractère sexuel, en particulier sur une plateforme comme X, a provoqué nombre de chocs et déclenché des enquêtes partout dans le monde. On touche là au potentiel de destruction psychologique de cette technologie. Ok, on a vu les failles du système, les ambiguïtés de la technologie. Tout ça, bien sûr, ça alimente un autre phénomène majeur. La fracturation des idées, la bataille pour imposer un récit, une vision du monde. Prenons un exemple concret, un drame, la mort d'un militant d'extrême droite à Lyon. Face à cet événement, deux grilles de lecture s'affrontent. D'un côté, une analyse qui dit « attention », une certaine rhétorique intellectuelle, en parlant de violence systémique, a en quelque sorte légitimé la violence de rue. De l'autre, on a une vision qui met en parallèle ce drame avec la mort d'un militant antifasciste des années plus tôt pour dire « voilà le résultat de 10 ans de brutalisation du débat public, une polarisation qui monte de tous les côtés ». Ce qui est fascinant, c'est de voir comment, à partir du même fait, on construit deux récits totalement opposés. Autre point de friction idéologique, résumé par cette citation d'Eugénie Bastier, « Masculinisme, la fabrique d'un épouvantail ».
L'idée défendue ici, c'est que ce mot est devenu une sorte d'étiquette qu'on colle pour disqualifier toute discussion sur les difficultés spécifiques que peuvent rencontrer les hommes aujourd'hui, que ce soit l'échec scolaire, l'isolement ou d'autres problématiques. C'est un exemple parfait de la guerre des mots qui se joue dans le débat public. Très bien. On a parlé des systèmes, des technologies, des idéologies, mais au bout du compte, tout ça, ça a des conséquences très concrètes. Un coût humain, bien réel, dans la vie de tous les jours. Regardez ce chiffre, plus 65%. C'est l'augmentation en une seule année du surendettement chez les 18-25 ans. C'est une véritable explosion. Et les causes, on les connaît. Des crédits faciles qui sont en fait des pièges, des premiers boulots de plus en plus précaires, des loyers qui n'arrêtent pas de grimper. Voilà l'impact direct cash sur une génération qui démarre dans la vie. Ce coût humain, il se mesure aussi à l'échelle géopolitique. Le plan pour Gaza, tel qu'il est présenté, en est une illustration frappante. On parle d'une mise sous tutelle, de la création d'une zone verte sous haute surveillance biométrique et d'une zone rouge où s'entasseraient 2 millions de personnes dans la précarité. Des ONG vitales seraient expulsées. En clair, un plan qui rendrait impossible toute solution à deux États et qui aurait des conséquences humaines directes et massives. Et puis, il y a une souffrance plus silencieuse, mais tout aussi profonde. Cette phrase la résume bien. Un désespoir s'installe. On nous empêche de faire notre travail correctement. C'est ce qu'on appelle la qualité empêchée, ou le travail empêché. Ça touche de plein fouet le service public. Des gens, que ce soit à l'hôpital, à l'université ou ailleurs, qui ont la vocation, l'envie de bien faire, mais qui se heurtent aux coupes budgétaires, à la lourdeur administrative et qui finissent par perdre le sens même de leur métier. C'est une crise de morale terrible. Voilà, on est parti de l'actualité d'une seule et même journée, le 18 février 2026. On a tiré des fils, un déficit de confiance, une technologie à double tranchant, des idéologies qui s'affrontent violemment et au final, un coût humain bien réel. La question qui se pose et qui reste ouverte, c'est celle-ci. De tous ces échos du passé, lequel résonne le plus fort aujourd'hui ?